Frantz Fanon, c'est un nom qui, tout de suite, évoque la lutte, la libération, la violence révolutionnaire. Mais l'histoire qu'on raconte souvent sur lui, est-ce que c'est vraiment la bonne? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ah, voilà l'image la plus connue de Fanon, le théoricien pur et dur, l'intellectuel qui a mis des mots et même une justification sur la violence anticoloniale. C'est une citation choc, c'est clair, et c'est souvent par là qu'on entre dans son œuvre. Mais cette image, aussi puissante soit-elle, eh bien elle ne raconte qu'un bout de l'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée qu'on a, c'est que Fanon a donné sa théorie à la révolution algérienne. Mais et si c'était l'inverse? Si c'était la révolution algérienne qui avait en fait fabriqué le penseur qu'on connaît aujourd'hui? Alors, commençons par cette fameuse légende. En Occident surtout, on présente souvent Fanon comme le cerveau, l'idéologue de la révolution algérienne. L'homme qui, avec sa plume et ses concepts, aurait offert aux combattants les outils intellectuels pour leur lutte. Cette façon de voir les choses, ça le place un peu au-dessus de la mêlée, comme un maître qui enseigne à ses élèves. Le problème, c'est que cette vision, qui est très répandue, non seulement elle minimise le rôle des Algériens eux-mêmes dans la création de leur propre idéologie, mais en plus, elle déforme complètement le parcours intellectuel de Fanon. Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière, bien avant l'Algérie. Qui était Frantz Fanon avant de devenir le Fanon qu'on connaît? C'était, en fait, un intellectuel complètement tiraillé par une contradiction fondamentale. D'un côté, il y a l'humaniste européen. Élevé en Martinique, dans le système scolaire français, il a bu les grands penseurs, de Hegel à Sartre. Il croyait vraiment à l'universalisme et des Lumières. Et de l'autre côté, il y a l'homme noir des colonies, qui, malgré toute son éducation, se cogne sans arrêt au mur du racisme et se voit refuser l'entrée dans ce monde blanc qu'il a pourtant appris à admirer. C'est un déchirement intérieur terrible. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ces mots, ce ne sont pas ceux d'un révolutionnaire anticolonialiste, ce sont les mots de Fanon lui-même, avant son expérience en Algérie. Il se voyait comme français, il se sentait concerné par le destin de la France et complètement étranger à une quelconque cause noire ou africaine. Le point clé, c'est donc ça. Sa vision du monde, au départ, elle est entièrement structurée par la pensée européenne. Il pensait que la solution, c'était une lutte des classes, menée avec le prolétariat français à l'intérieur du cadre français, pas en dehors, et surtout pas contre lui. Sauf que tout ça, ça va voler en éclats. Son arrivée en Algérie comme médecin psychiatre va être un point de rupture totale dans sa vie et dans sa pensée. C'est là que la théorie va se fracasser contre la réalité la plus brutale. Regardons cette chronologie, c'est fulgurant. En à peine 3 ans, Fanon passe de fonctionnaire de l'État français à révolutionnaire engagé dans la lutte armée contre ce même État. Et cette transformation, au début, elle n'est pas idéologique, elle est viscérale, elle vient de ce qu'il voit et vit tous les jours. À l'hôpital de Blida, il se retrouve face à l'origine de la folie. Il comprend que les traumatismes, les délires, l'angoisse de ces patients algériens, ce ne sont pas juste des pathologies individuelles, non, ce sont les symptômes d'une société malade, empoisonnée par l'oppression coloniale. La torture, l'humiliation, la déshumanisation, tout ça, il en voyait les conséquences cliniques tous les jours. Et c'est là que l'histoire s'inverse. Ce n'est pas Fanon qui apporte une théorie toute faite à la Révolution. C'est la Révolution qui lui offre, de la manière la plus violente qui soit, une toute nouvelle façon de lire le monde. Il devient l'élève de la lutte. 3 leçons fondamentales vont faire exploser ses anciennes certitudes. D'abord, il découvre que la vraie force révolutionnaire, elle ne vient pas de l'élite éduquée à la française, mais des paysans, des masses rurales. Ensuite, son espoir d'une alliance avec la classe ouvrière européenne s'effondre. Il voit bien que celle-ci choisit la solidarité raciale avec les colons plutôt que la solidarité de classe avec les colonisés. Et enfin, il réalise que se battre, c'est aussi se réapproprier une culture, une histoire, une identité que le colonialisme a voulu écraser. Ce n'est pas juste une observation d'intellectuel, il plonge dedans. Comme le décrit son camarade de lutte, Mohamed Al-Mili, Fanon devient une partie organique de la Révolution. Il n'est pas à l'extérieur en train d'analyser. Il écoute, il apprend, il absorbe les principes qui naissent de la lutte elle-même. Alors au final, comment on doit voir son héritage? Eh bien, il faut tout remettre dans le bon ordre. Il n'a pas été le professeur de la Révolution. Il en a été l'élève le plus brillant et celui qui a su le mieux en parler. Ce contraste, il résume tout. C'est un vrai renversement. Le mythe dit que Fanon est la source. La réalité, c'est que la Révolution a été sa source. Le mythe dit qu'il a enseigné. La réalité, c'est qu'il a appris. Le génie de Fanon, ça n'a pas été d'inventer une théorie pour l'Algérie, mais de prendre l'expérience algérienne et de la traduire dans un langage universel pour tous les opprimés du monde. Du coup, son livre le plus célèbre, Les Damnés de la Terre, il ne faut pas le lire comme un manuel écrit avant la bataille. C'est tout le contraire. C'est un compte-rendu, une analyse, une mise en mots brûlante de ce qu'il a vu, entendu et vécu au cœur du combat algérien. C'est le fruit de son apprentissage. Finalement, en remettant l'histoire de Fanon à l'endroit, on est obligé de se poser une question beaucoup plus large.
Pourquoi a-t-on préféré l'imaginer en grand théoricien solitaire plutôt qu'en produit d'une lutte collective? Ça nous interroge sur la façon dont on écrit l'histoire, et sur cette tendance à vouloir attribuer les grandes idées à un seul génie, en oubliant parfois tout le peuple qui les a fait naître.